de Spencer n'a pas seulement été émouvant, il a été inoubliable. Il y avait des chuchotements dans les couloirs de l'hôpital. Un mot qu'il a prononcé et que personne n'attendait. Et un dernier geste qui a laissé même sa propre famille sans voix. Que s'est-il vraiment passé dans ces dernières heures? Et est-il vrai qu'il savait exactement à quel moment il allait partir? Si cette histoire vous touche, si elle fait vibrer quelque chose de vrai en vous, ne vous contentez pas de regarder en silence. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et restez avec nous pour revivre le dernier chapitre d'une vie vraiment exceptionnelle. Il y a quelque chose d'inoubliable chez Bud Spencer. Pas seulement parce qu'il était une véritable montagne capable de coucher une douzaine de voyous d'une seule claque. Même si, soyons honnêtes, ça ne vieillissait jamais. Mais parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus profond derrière cette brutalité ludique. Hors écran, Bud, né Carlo Pedersoli, était tout aussi aimé, tout aussi humain. Et lorsqu'il a quitté ce monde en 2016 à l'âge de 86 ans, ce n'est pas seulement sa famille qui a pleuré sa disparition. Ce sont des générations entières, à travers l'Europe et au-delà, qui avaient grandi avec ses films, qui avaient ri et applaudi, avec lui et son complice inséparable, Terence Hill. Les dernières heures de sa vie furent paisibles, intimes, pleines de grâce. Il n'y eut ni drame, ni panique, juste de l'amour. Ce matin-là, il connut des instants de lucidité, murmurant quelques mots à sa famille, ses yeux conservant encore l'éclat malicieux qui avait défini son charme à l'écran. À la mi-journée, son état s'aggrava. Mais même dans ces moments, il fit face comme il avait toujours affronté la vie. Calmement, avec bonté et dignité. Sa famille s'était rassemblée autour de lui, partageant des souvenirs de tournage, des anecdotes en coulisses, des instants tendres que seuls ceux qui le connaissaient vraiment pouvaient comprendre. Spencer, bien que faible, souriait. Il écoutait. Il laissait l'amour de la pièce l'envelopper, visiblement ému. Alors que le soleil se couchait derrière la ligne d'horizon romaine, cette petite chambre d'hôpital devint presque sacrée. À ses côtés, son épouse depuis plus de 50 ans, Maria Amato, lui offrait cette force tranquille qu'un demi-siècle d'amour peut offrir. Les membres de sa famille se relayaient pour lui tenir la main, lui murmurer des mots de remerciement et d'adieu, remplissant l'air non pas de peur ni de chagrin, mais de respect. C'était un adieu comme on en voit rarement dans la vraie vie. Et juste avant que le rideau ne tombe, Spencer, toujours gentleman même dans le silence, parvint à serrer la main de Maria. Ce fut sa dernière prestation. Et elle était parfaite. Et d'adette. Plus tard, ce jour-là, vers 18h15, son fils Giuseppe confirma ce que le monde entier allait découvrir au réveil. Bud Spencer était parti. Mais il avait quitté ce monde comme il y avait vécu, entouré des siens, sans douleur, son dernier mot étant simplement « grazie, merci ». Un mot unique qui semblait pourtant résumer toute une vie. Giuseppe a parlé de ses derniers jours dans une interview bouleversante. Il a raconté que son père était tombé chez lui quelque temps auparavant et avait dû être hospitalisé. Mais, à son retour à la maison, la situation avait commencé à se dégrader. Malgré cela, il n'y avait pas de peur dans la maison, seulement une pleine présence. Giuseppe l'a résumé avec justesse. Son père possédait une immense force et une profonde humanité. Et c'est exactement ainsi qu'il serait parti, paisiblement, avec toute la dignité et l'humilité qu'il avait toujours portées en lui. Peu après, les hommages affluèrent. À Rome, l'émotion fut immense. Sur la Piazza del Popolo, dans la basilique Santa Maria in Monte Santo, l'église des artistes, les gens se rassemblaient. Ils pleuraient, se souvenaient, rendaient hommage à l'homme devenu un symbole de joie, d'espièglerie et de fraternité. Des visiteurs se sont rendus à son domicile du capital, là où il avait rendu son dernier souffle. C'était comme si tout le pays s'était arrêté pour lui dire adieu.
Et il n'y avait pas que l'Italie. En Hongrie, un pays où ses films avaient connu un immense succès pendant l'ère communiste, ironiquement parce qu'il faisait partie des rares films occidentaux autorisés, Bud Spencer fut commémoré comme une légende. Le 11 novembre 2017, une statue en bronze, plus grande que nature, fut inaugurée dans le centre de Budapest. Sculptée par Sandra Tasnadi, elle représente Spencer dans toute sa splendeur, debout, imposant, imperturbable, éternel. Sa fille Christiana était présente lors de la cérémonie, profondément émue. Sur le piédestal, une simple inscription en hongrois, Mizo Hazem, Veze Kedtung. Nous ne nous sommes jamais disputés. Une citation tirée de l'éloge funèbre de Terence Hill, évoquant le lien profond et indestructible entre ces deux hommes qui avaient fait rire tant de gens. Cette seule phrase dit tout. Leur duo ne reposait pas seulement sur la comédie, mais sur la confiance, la loyauté et une amitié qui avait traversé toute une vie. Même dans le monde du jeu vidéo, l'héritage de Bud a trouvé un nouveau chapitre. En 2018, un jeu de type Beat 'em Up est sorti, Bud Spencer et Terence Hill, Slaps and Beans. Et oui, c'est exactement ce que vous imaginez. Le jeu, développé par le studio italien Trinity Team et édité par l'allemand Buddy Productions, capturait la folie joyeuse de leur film en version pixelisée. Des pots de bananes aux méchants projetés à travers les murs, ce fut une déclaration d'amour numérique à tout ce que les fans adoraient dans le style de baston comique unique du duo. Il a permis à une nouvelle génération de découvrir Bud Spencer, cet homme gigantesque qui distribuait des baffes avec le sourire. Et en 2021, un autre hommage poignant est apparu, cette fois à Berlin. Le Bud Spencer Museum ouvrit ses portes, non pas comme une simple collection de souvenirs, mais comme une célébration de tout ce qu'il représentait. Affiches, costumes, accessoires, objets personnels, tout y est, rassemblé avec une tendresse qui ne peut venir que de ceux qui comprenaient vraiment l'homme derrière les films. Les visiteurs traversent les expositions entre rire et émerveillement, car d'une certaine manière, Bud est encore là. On entend les musiques des films, on revoit les scènes cultes, et c'est comme s'il n'était jamais parti. Même des célébrités lui ont rendu hommage. L'acteur Russell Crowe a publié un message sur Twitter. « R.I.P. Bud Spencer, toutes mes pensées vont à votre famille. » Et Matteo Renzi, alors Premier ministre italien, a tweeté « Ciao Bud Spencer, nous t'avons tant aimé. » Et il avait raison. Le monde entier a aimé Bud Spencer, pas seulement pour sa façon d'assommer quelqu'un sans jamais vraiment frapper, mais pour l'homme qu'il était derrière la caméra. Humble, doux, loyal, reconnaissant. Au fond, c'est ce que les gens ont retenu le plus. Pas les scènes de bagarre, pas les gags, mais ce dernier instant, quand, entouré de ceux qu'il aimait le plus, il les a regardés, a soufflé et dit « Grazie ». Ça, c'était Bud Spencer, et c'était suffisant. C'est difficile à croire. Mais ce 27 juin marquera 9 ans depuis que Bud Spencer nous a quittés. 9 ans se sont écoulés depuis que ce géant au cœur tendre, celui qui a fait rire, vibrer et parfois même verser une larme à des millions de personnes, a tiré sa révérence. Mais les anniversaires comme celui-ci ne sont pas seulement faits pour pleurer, ils sont là pour célébrer. Et Bud, ou plutôt Carlo Pedersoli, comme il s'appelait avant que le grand écran ne l'appelle, a vécu une vie si pleine, si étonnamment riche, que se souvenir de lui, c'est comme revoir un film qu'on aime, plutôt que raviver une perte. Carlo est né un 31 octobre 1929, jour d'Halloween, dans le quartier de Santa Lucia, à Naples. Un lieu plein de couleurs, de vie et d'histoire, et de manière tout à fait symbolique, il partageait le même immeuble que l'écrivain Luciano di Crescenzo. En fait, les deux garçons étaient des camarades de classe. Il y avait là quelque chose de presque poétique. Deux enfants grandissant sous le même toit, l'un destiné à manier les mots,
l'autre à distribuer des coups avec charme et clin d'œil. Les parents de Carlo, Alessandro Pedersoli et Rosa Facchetti, étaient originaires de Lombardie, et en 1940, la famille déménagia à Rome pour le travail d'Alessandro. Ce déménagement allait tout changer. C'est à Rome que Carlo commence à se forger en l'homme que le monde allait un jour aimer. Il s'inscrit dans un club de natation local, se jette, au sens propre, dans le sport et se fait vite remarquer. Alors que la plupart des adolescents tâtonnent encore quant à leur avenir, Carlo, lui, avait déjà terminé le lycée avant ses 17 ans avec les meilleures notes. Il s'inscrivit ensuite en chimie à la prestigieuse université de la Sapienza de Rome. Mais la vie, comme souvent, en décida autrement. En 1947, sa famille s'installe en Amérique du Sud et Carlo les suit. L'université attendra. Il travaille alors au consulat italien de Recife, au Brésil. Là-bas, il accomplit ce que peu d'athlètes européens pouvaient revendiquer à l'époque. Il apprend le portugais couramment, ajoutant une nouvelle corde à son arc déjà bien garni. De retour en Italie, en 1949, il plonge à nouveau, littéralement, dans le monde du sport. Il joue au water polo pour la Société Sportiva Lazio Nuoto de Rome, où il se distingue rapidement, non seulement comme coéquipier, mais aussi comme nageur de niveau international. Cette même année, il fait ses débuts sur la scène internationale de la natation, et 1 an plus tard, il participe déjà au championnat d'Europe à Vienne. Il y décroche une 5e place au 100 mètres nage libre et une 4e dans le relais 4x200 mètres. Un exploit immense pour un nageur italien à cette époque. Puis survient un moment historique. Le 19 septembre 1950, à Salsomaggiore, Carlo Pedersoli devient le premier Italien à nager les 100 mètres nage libre en moins d'1 minute. 59,5 secondes. Tel est son temps. Dans une Italie encore en reconstruction après la guerre, ce record allait bien au-delà d'une simple prouesse sportive. C'était un symbole d'espoir et de dépassement. Cette même année, il est sélectionné pour les Jeux olympiques d'Helsinki. Là, il atteint les demi-finales du 100 mètres nage libre, avec un temps de 58,8 secondes en série. 4 ans plus tard, aux Jeux de Melbourne, il réitère l'exploit. Demi-finaliste à nouveau avec un temps de 58,5 secondes. Et si la natation lui offrait une vitrine, le water polo lui donnait l'or, au sens propre. En 1954, Carlo aide son équipe à remporter le championnat d'Italie avec la SS Lazio. L'année suivante, il se rentre à Barcelone avec l'équipe nationale pour les Jeux méditerranéens. Il rentre avec la médaille d'or. Il était fort, rapide, stratégique, mais surtout un coéquipier exemplaire. Ce leadership discret, cette prestance, ils ne le quitteront jamais, que ce soit dans les bassins ou bien plus tard, ailleurs. Hélas, sa carrière de nageur s'achève en 1957. Sans drame, sans scandale, elle s'arrête, tout simplement. Une sortie silencieuse comme peu d'athlètes d'élite en connaissent. Mais Carlo n'a jamais cessé d'être fier de ce qu'il avait accompli. Des décennies plus tard, en 2005, la Fédération italienne de natation lui rend hommage avec le Caimano d'Oro, le Caïman d'or. Une distinction qui saluait non seulement ses exploits passés, mais aussi la manière digne dont il avait porté cet héritage dans sa nouvelle vie, celle de Bud Spencer. Et en 2007, on lui remet des diplômes officiels qui reconnaissent ses compétences en tant qu'entraîneur de natation et de water polo. Son tout premier rôle arrive discrètement. En 1950, Carlo joue un petit rôle dans une courte comédie italienne intitulée « Quel fantasma di mio marito ». Ce n'était pas une entrée fracassante, mais une graine était plantée. L'année suivante, il apparaît dans l'une des superproductions les plus spectaculaires de l'époque. Quo Vadis, de la MGM, tourné en Italie et réalisé par Mervyn Leroy. Il y incarne un garde prétorien. Clignez des yeux et vous le ratez.
Mais c'était son premier pas dans un monde qui allait bientôt devenir le sien. Durant les années 1950 et le début des années 1960, il enchaîne des petits rôles dans plusieurs films italiens, côtoyant des grands noms comme Alberto Sordi dans Un héros de notre temps de Mario Monicelli ou encore Raph Vallone dans le film de guerre Siluri Umani. Ce n'étaient pas des rôles de tête d'affiche, mais ils faisaient de partie d'une lente évolution. Carlo observait, apprenait, et sans doute, sans même le savoir, se préparait à un tout autre genre de célébrité. Puis vient 1960, une année charnière, à bien des égards. Cet été-là, après les Jeux Olympiques, Carlo épouse Maria Amato. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais son père n'était autre que Giuseppe Amato, un producteur de cinéma renommé. Ce lien était précieux, mais ce qui comptait davantage, c'était le lien entre Maria et Carlo. Ensemble, ils auront 3 enfants. Giuseppe en 1961, Cristiana en 1962 et plus tard Diamante en 1972. À l'époque, Carlo ne se contentait pas de petits rôles. Il écrivait aussi des paroles pour de grands chanteurs italiens comme Ornella Vanoni ou Nico Fidenco grâce à un contrat avec RCA Records, une autre forme de création, une autre manière de raconter des histoires. Mais à la naissance de son deuxième enfant, son contrat RCA arrive à terme et la famille n'est frappée par une perte. Giuseppe Amato, son beau-père, décède en 1964. Carlo change alors une nouvelle fois de cap. Il devient producteur de documentaires pour la RAI, la télévision publique italienne. Une voix tranquille, respectable, jusqu'à ce qu'en 1967, tout bascule. Cette année-là, le réalisateur Giuseppe Colidi lui propose un rôle dans un film intitulé « Dieu pardonne, moi pas ». C'était un western, un genre que l'Italie était en train de réinventer de façon audacieuse et rugueuse. Sur le plateau, Carlo rencontre Mario Girotti, un autre acteur au regard perçant et au charisme naturel. Curieusement, les deux hommes avaient déjà partagé un film, Hannibal en 1959, mais sans jamais se croiser sur le tournage. Cette fois, en revanche, la rencontre est immédiate. L'alchimie est là, spontanée, fluide, inoubliable. Colidi, sentant le potentiel international de son film, demanda aux deux hommes de changer de nom. Carlo Pedersoli ne sonnait tout simplement pas comme le nom d'un héros de western. Alors, Carlo choisit Bud Spencer. Bud, inspiré par la bière Budweiser, et Spencer, en hommage à Spencer Tracy, qu'il admirait profondément. Mario Girotti devint Terence Hill, et en un instant, un duo légendaire était né. Si vous avez vu leur film, vous connaissez la dynamique. Terence était vif, agile, roublard, avec une lueur malicieuse dans le regard. Bud, lui, c'était les muscles, stoïque, grognon en surface, mais avec ce fond de gentillesse naïve et sincère, un homme capable d'écraser des crânes une minute et de rire comme un enfant la suivante. Ils n'étaient pas juste des acteurs, ils étaient un parfait équilibre l'un de l'autre. Ensemble, ils tournèrent 18 films, dont les inoubliables Western Spaghetti. On l'appelle Trinita, et sa suite adorée, Mon nom est encore Trinita. Leur dernier film ensemble, Petit Papa Baston, Troublemakers, sorti en 1994, et resta fidèle au genre qui avait fait leur gloire. L'attrait de leurs films dépassa les frontières et les langues. Même si les titres changeaient, selon les pays, le cœur de leurs histoires restait le même. Humour, justice, fraternité et bagarres pleines de tendresse. À travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Sud, les fans les adoraient. Tellement, en fait, que d'autres réalisateurs tentèrent de reproduire la formule. C'est ainsi qu'on vit apparaître des duos étrangement familiers. Paul L. Smith et Michael Cobb jouèrent dans au moins 6 films, essayant de recréer cette magie Hill Spencer. En Hongrie, István Buktor incarna dans 6 films, de 1981 à 2008, un personnage de type piédone,
un hommage évident au célèbre flic incarné par Bud. Mais dans les versions italiennes de ces films, ce n'était pas la voix de Bud Spencer que vous entendiez, du moins pas souvent. En raison de son fort accent napolitain, sa voix était doublée par l'acteur Glauco Honorato. Pour Petit Papa Baston, Extra large ou encore Tout de limite, c'est Sergio Fiorentini qui prit le relais. Dans les versions anglophones, ce furent surtout Robert Sommer, Edward Mannix ou Richard McNamara qui prétendent en leur voix. Occasionnellement, Bud se doublait lui-même, mais seulement quand cela collait vraiment à la production. C'est un détail intéressant qui montre à quel point les spectateurs du monde entier ont vécu ces films de manière différente. Au cours des années 1980, sa carrière cinématographique ralentit. L'âge d'or du western spaghetti touchait à sa fin, et Bud, désormais dans la cinquantaine, changea de cap. Il continuait à travailler, bien sûr. Il coécrivait même certains de ses scénarios, mais il se tourna de plus en plus vers la télévision. Dans les années 1990, il joua dans la série Extra large, pleine d'action, ce qui lui permit de se réinventer une fois encore auprès d'un nouveau public. Le format était plus moderne, mais l'essence de Bud, sa force, son humour, sa droiture morale, restait intacte. En 2011, il offrit à ses fans quelque chose de très spécial, son autobiographie, l'occasion de découvrir son parcours avec ses propres mots. Il l'a suivi d'un livre de recettes rempli de ses plats préférés, un rappel délicieux qu'au-delà du personnage légendaire, il y avait un homme qui aimait la famille, la nourriture et les plaisirs simples de la vie. Alors, quand on parle de Bud Spencer, on ne parle pas seulement d'un acteur, on parle d'un ancien Olympien qui trouva sa vocation dans le cinéma. Un parolier, un père de famille, un homme aux multiples vies qu'il a toutes assumées avec passion. Il apporta à l'écran une forme de force qui ne reposait pas sur la cruauté ou l'arrogance, mais sur l'humour, la loyauté et le cœur. Prenons un instant pour apprécier l'un des chapitres les plus surprenants et honnêtement délicieusement étranges de la vie extraordinaire de Bud Spencer. En 2005, on aurait pu penser qu'il avait déjà tout fait nageur olympique, star de cinéma adoré, héros de télévision, parolier, écrivain. Mais Bud voulait encore explorer un autre domaine, la politique. Oui, vous avez bien entendu. Carlo Pedersoli, l'homme qui avait distribué des baffes dans les westerns façon Trinita et fait rire l'Europe pendant des décennies, décida de se présenter à une élection. Il fit campagne en tant que conseiller régional dans le Latium sous la bannière du parti Forza Italia. Cela n'aboutit pas. Il ne fut pas élu, mais ce n'était pas qu'un coup de pub. Lorsqu'on l'interrogea sur ses motivations, Bud répondit avec l'un de ses classiques propos directs, comme lui seul savait le faire. « Dans ma vie, j'ai tout fait. Il n'y a que 3 choses que je n'ai jamais été, danseur étoile, jockey et homme politique. Étant donné que les 2 premiers sont hors de question, je me lance en politique. » Il y avait dans cette réponse une belle forme d'honnêteté. Ce n'était ni par ambition ni par soif de pouvoir, c'était une envie d'aller jusqu'au bout, d'essayer ce qu'il n'avait pas encore fait. Mais tout le monde ne l'a pas vu de cette façon. Les critiques, surtout ceux de l'opposition, l'accusèrent de se livrer à ce que les Italiens appellent la politica spettacolo, la politique spectacle, où la célébrité prend le pas sur le contenu. Et même si cette critique n'était pas entièrement infondée, ceux qui connaissaient vraiment Bud savaient que ce n'était pas un simple caprice d'ego. Il était célèbre, oui, mais il prenait les choses au sérieux lorsqu'il y croyait. Pourtant, la politique peut être un terrain impitoyable, surtout pour un homme dont la force a toujours été l'authenticité et la démesure bienveillante. Mais comme toujours, Bud ne s'est jamais contenté d'une seule voie. Bien avant cette aventure politique, une autre passion s'était emparée de lui. L'aviation. Après le tournage de 2 super flics, plus fortes, Ragazzi, ici comprenait des scènes en avion dans l'Amazonie, il se prit de fascination pour le vol.
Fidèle à lui-même, il ne se contenta pas de jouer les pilotes à l'écran. Il en devint un. Bud obtint ses brevets de pilote d'avion et d'hélicoptère. Imaginez-le, ce même homme qui pouvait mettre une armée de voyous à terre d'une seule gifle, maintenant en train de piloter calmement dans les airs. Et ça ne s'arrêta pas là. En 1984, il alla encore plus loin et fonda Mistral Air, une compagnie aérienne de courrier commercial avec une mission humanitaire. Ce n'était pas qu'une question de logistique. Elle transportait aussi des pèlerins vers des lieux saints, leur permettant d'accéder à des destinations qui auraient autrement été inaccessibles. La compagnie fut ensuite vendue à Poste Italien, le service postal italien. Mais le fait que Bud l'ait créé en dit long. Il avait ce besoin constant de construire, de partager, de connecter les gens, non seulement à travers l'écran, mais dans la vie réelle aussi. Quand on entend parler de ces derniers instants, on comprend que Bud Spencer était bien plus qu'une star de cinéma. C'était un homme au cœur immense, à la force tranquille et à l'esprit inoubliable. Et maintenant, je suis curieux. Quel film de Bud Spencer vous a le plus touché? Était-ce un de ses classiques western, ou peut-être une de ses comédies plus légères? Partagez vos souvenirs préférés en commentaire. Et si cette histoire vous a ému, montrez votre soutien en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Il reste encore tant à explorer sur cet homme incroyable, et j'aimerais vous emmener plus loin dans ce voyage.